La crise nous impose des limites. Il faut une vision pour la France. Cette vision, c'est d'abord la réduction des inégalités, la réduction de la pauvreté, la réduction des gaz à effet de serre, la réduction de la pollution, la réduction de la violence. Ouais. Je plaisante. Enfin, n'empêche que les autres ne plaisantent pas quand ils vous disent ça. Hein. Je plaisante parce que la première question, je vais vous poser 7 questions, je vais vous donner 7 réponses. La première question, c'est s'agit-il d'une crise? Une crise, c'est comme si tout d'un coup il y a un truc pas normal. On va revenir en arrière, comme quand on est malade. Alors vous imaginez qu'on va revenir aux 30 Glorieuses, qu'on va revenir au plein emploi, qu'on va revenir à effectivement la croissance illimitée, alors que effectivement les ressources sont limitées, que l'énergie est chère. Non, ce n'est pas une crise. On est arrivé à la limite d'un système, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Effectivement, la vraie question, c'est qu'il faut une métamorphose radicale, il faut un changement de paradigme, et il faut changer de peau. Il faut qu'on arrête de s'imaginer qu'on va revenir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne voulons pas la décroissance, il faut regarder effectivement devant. Et ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à nos politiques, ce n'est pas à l'Europe ou à l'Union ou à l'ONU de nous le dire, c'est à nous. C'est à nous parce que c'est notre avenir dont il s'agit. Et que pour aller plus loin, il ne faut que 3 choses. D'abord, avoir une vision effectivement claire et positive de l'avenir. Deuxièmement, avoir la volonté d'y aller. Et ensuite, l'intelligence collective. C'était donc ma première question. Non, il n'y a pas de crise, il faut une vision. La deuxième question, c'est quelle est donc cette vision? Et là, c'est très simple, ça existe depuis déjà des milliards d'années. C'est vers la vie parce que nous sommes vivants, tout simplement. Je vais vous raconter rapidement l'histoire de la vie. 15 milliards d'années, c'était le début, effectivement, de la planète, de l'univers. Il y a 4 milliards d'années, la vie est apparue sur Terre, 3,8 exactement. Pendant 3,8 milliards d'années, c'est parti d'une petite cellule et c'est arrivé, effectivement, à nous, au bout il y a 200 000 ans. Vous imaginez, ça, c'est de la croissance, ça, c'est de la création de valeur, ça, c'est de l'innovation. Et il y a 200 000 ans, l'homme est arrivé sur Terre. Et pendant 190 000 ans, il a profité de la vie et des écosystèmes. Il s'est nourri en chassant, en pêchant, en cueillant, mais la vie lui donnait tout son bien-être, sa survie et sa vie. Il y a 10 000 ans, il y a une première révolution. C'est la révolution agricole, qu'on appelle aussi néolithique. Et là, qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il a appris à apprivoiser les écosystèmes, à les optimiser, à les rendre plus productifs pour améliorer sa capacité de survie et sa vie. Ça a duré pendant 10 000 ans. Et il y a 200 ans, une deuxième révolution, la révolution énergétique, qu'on appelle aussi révolution industrielle. Mais c'est encore la vie, parce que le pétrole, le charbon, ce sont des cadeaux de la vie, qui ont été stockés il y a quelques millions d'années dans le sol. Mais ce sont bien des cadeaux de la vie. Et ça a permis d'optimiser encore les services rendus par la vie, par l'agriculture qui a encore progressé, etc. Donc ce que l'on a fait, c'est encore optimiser les services rendus par la vie. On n'a rien créé, on optimise. Et aujourd'hui encore, la vie nous rend des services. Il y a d'abord les bactéries que vous avez dans les intestins, sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est toute notre atmosphère qui est créée par le vivant. Ça va être la régulation des climats, le cycle de l'eau, l'épuration des eaux, l'alimentation des nappes phréatiques, la lutte contre l'érosion, la fertilité des sols. Vous voyez bien qu'on ne peut pas s'en passer, même aujourd'hui, c'est la base de notre bien-être. Alors, des fois, on est sérieux, on dit « et l'économie ?» Mais 40% de l'économie est basée sur les écosystèmes. 100% de notre alimentation, ça va être aussi les médicaments, le coton pour faire des vêtements, le bois pour faire du papier, des constructions, le tourisme. En Bretagne, il est bien lié effectivement au fonctionnement des écosystèmes. C'est ça notre valeur en tant que telle. Donc notre bien-être aujourd'hui est lié à 2 choses. Effectivement, il y a la technologie, comme on veut nous le faire croire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les écosystèmes. Le problème, c'est que notre technologie aujourd'hui n'est plus compatible avec le fonctionnement de la vie parce qu'on est en train de la détruire. Doucement, il y a effectivement 75% des services rendus par la vie qui sont aujourd'hui altérés. Et on le fait parce qu'elle n'est pas compatible avec la vie. C'est notre technologie qui pose problème. Et il n'y a pas d'alternative connue pour remplacer aujourd'hui la pollinisation, pour remplacer les services rendus par la vie. Donc la vraie question, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas non plus une crise écologique. La vie a déjà eu des aléas, elle s'en est toujours sortie. Notre société, c'est moins évident. Vous savez, les dinosaures ont disparu parce qu'elles ne se sont pas adaptées. À nous de nous adapter à cette nouvelle relation. Troisième question, quelle société dans ces cas-là? Eh bien, cette société, c'est la 3e révolution. Même si la révolution numérique est importante, ce n'est pas elle, la 3e révolution. Parce que la révolution numérique continue à optimiser encore les services rendus par la vie, elle continue à augmenter la fracture, les déséquilibres, à augmenter la productivité, mais elle n'est pas plus compatible avec le vivant. La 3e révolution, c'est de revenir dans les écosystèmes. La base des écosystèmes, c'est la collaboration. Ce n'est pas la compétition, contrairement à ce que certains pensent.
La base des écosystèmes, c'est la collaboration. Et la troisième révolution, c'est de revenir de la compétition à la collaboration, de réconcilier l'humanité avec l'intelligence de la vie. Ce n'est pas le développement durable, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la performance écologique, tout ça, ce sont des bricolages pour essayer de faire durer le modèle actuel. Je vous parle bien d'un nouveau modèle, ce qu'on appelle l'oikos. Oikos, c'est du grec ancien, ça veut dire le lieu de vie. Le lieu de vie, en grec ancien, ce n'était pas simplement la maison, c'était aussi les êtres qui y vivaient, donc les êtres animaux, les humains, etc. Et ça donnait en français deux mots. Économie, oikos, nomos, la gestion du lieu de vie. Écologie, oikos, logos, la connaissance du lieu de vie. Vous voyez que d'opposer les deux, c'est débile. Parce que justement, c'est le même principe. La finalité de l'économie comme de l'écologie, c'est bien la préservation de notre avenir, de notre bien-être, qui est effectivement notre lieu de vie basé sur les écosystèmes. Toute cette intelligence de la vie nous amène à reconsidérer le sens même de l'écologie et de l'économie au service du développement humain. Donc la quatrième question va être, mais quelle est donc cette économie? C'est une économie qui est bio-inspirée. Eh bien, je vais vous donner un exemple de coopération, le lichen. C'est une relation entre une algue et un champignon pour coloniser un milieu qui est hostile. Et les deux ensemble, ils y arrivent. C'est aussi les abeilles avec la pollinisation. Il n'y a pas de compétition entre l'abeille et la fleur. Elle prend sa dose de pollen et chacun y trouve effectivement son compte. C'est aussi les arbres qui ont besoin de champignons pour effectivement stocker les nutriments du sol. Alors, ça donne une notion technologique qu'on appelle le biomimétisme. Biomimétisme, c'est de prendre les technologies du vivant pour les adapter chez nous. Un exemple. La matière la plus souple et la plus résistante qu'il y ait au monde, c'est le fil d'araignée. La brave araignée, elle le fait à température ambiante et elle le fait avec des ressources locales. Nous avons aussi, par exemple, des termitières qui arrivent à avoir une climatisation complète réalisée par les termites avec l'énergie locale, les matières premières qu'elles ont sur place. Nous avons au fond des océans une éponge, qui est un animal marin, qui est constituée de silice, de fibres optiques, les mêmes capacités. Et cette fibre optique, elle est réalisée par l'éponge avec température ambiante, matière première locale. Alors on me dit c'est compliqué tout ça. C'est sûr qu'aller sur la Lune, c'est certainement beaucoup plus simple. Il suffit de regarder ce qui se passe sur Terre pour faire la même chose, pour comprendre comment travaillent les écosystèmes. C'est aussi une économie circulaire. La notion de déchets est propre à l'espèce humaine. Les autres n'ont pas de déchets. Il y a toujours quelqu'un qui utilise les déchets des autres espèces. Une économie circulaire, ce n'est pas le recyclage, c'est que les déchets des uns soient les matières premières des autres. C'est aussi une économie de fonctionnalité, c'est comme ça que fonctionne la nature. Le pollen que récupèrent les abeilles, effectivement, c'est indispensable pour la pollinisation, mais c'est un service aussi pour les abeilles. Cette économie de fonctionnalité, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous une perceuse. Cette perceuse a la nécessité de 200-300 kg de matières premières pour être réalisée. De l'énergie, de l'eau. Imaginez que tous les Chinois, tous les Africains, tous les Indiens veulent une perceuse. On ne peut pas leur interdire. Ça ne passe pas, il n'y a pas assez de matière. Par contre, qu'est-ce que vous voulez avec votre perceuse? Est-ce que c'est posséder la perceuse ou pouvoir faire un trou? La question, c'est la fonctionnalité. Trouver une économie où on puisse effectivement réaliser ce que l'on veut sans forcément posséder. Dans l'informatique, qu'est-ce qui est important? Posséder l'ordinateur ou avoir l'accès aux données? Et là, automatiquement, vous aurez des produits qui seront conçus pour être beaucoup plus durables, non obsolètes. C'est une économie qui est systémique, intégrée dans les écosystèmes. On peut actuellement faire une agriculture, sans même parler du bio, qui est compatible avec les écosystèmes, où les agriculteurs s'enrichissent sans pour autant polluer alentour. Si on n'y arrive pas, c'est que pour des raisons politiques, je vous l'assure. Donc voilà, cette quatrième question, c'est quelle est effectivement cette économie? C'est l'économie systémique. La cinquième question, c'est, il rêve, est-ce possible? Ce n'est pas la question. Je vous ai dit qu'on était au bout. Ce n'est pas une question d'être possible, c'est nécessaire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc maintenant, il faut y aller, on n'a pas à se poser la question. Et ce n'est pas une question de bien, d'éthique ou de morale, etc. Parce que ça, on l'a déjà dépassé. C'est parce que ça marche. Parce que depuis 4 milliards d'années, la vie le fait, et nous sommes la seule espèce à ne pas fonctionner comme les autres. Donc ça fonctionne, et ce n'est pas contre l'économie, ce n'est pas contre l'enrichissement. Il y a des modèles économiques à faire avec. La finance va s'en sortir. Elle va s'adapter un peu. Mais je ne m'inquiète pas pour la finance, hein. Elle trouvera des solutions. Elle devrait travailler un petit peu plus à long terme, mais elle trouvera le moyen de s'enrichir. On me dit les grands lobbies, effectivement, il y a un risque, ils ne le voudront pas. Mais si nous trouvons des modèles économiques, et nous allons les trouver, on n'a pas le droit de dire si d'ailleurs, quand nous aurons trouvé ces modèles économiques, les lobbies vont être obligés de s'adapter. Parce que sinon, ils vont disparaître comme les dinosaures. Ce sera par l'enrichissement et par la réussite, par des situations gagnant-gagnant, qu'on montrera effectivement que c'est possible. Ma sixième question est, avec qui faut-il faire ça? Eh bien, avec tous les vivants, humains et non humains. Parce que nous avons une communauté d'intérêts et une communauté de destin. Et là, le rôle de l'État est important. Parce que là, surtout dans cette période électorale, que ce soit française ou américaine, nous attendons tout de nos sauveurs.
Mais c'est à nous de le faire. L'État n'est pas là pour dire quoi faire, parce que sinon, ça va être standardisé, ça va être homogène, ça va être normé. C'est complètement opposé au fonctionnement des écosystèmes, où justement c'est de la diversité en permanence. Ça foisonne d'idées, de créations, etc. L'État n'est pas là pour imposer, pour réguler les excès, et pour donner les moyens. C'est à nous de trouver les solutions et d'avoir la liberté de le faire. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Sans ça, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de création. Et c'est pareil pour tous les organismes administratifs. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir développer ce modèle par l'intelligence collective, parce qu'on sait où on veut aller. Et enfin, la 7e question, quel va être le moteur qui va permettre de dire qu'aujourd'hui, je suis dans une salle et que tout le monde sait qu'il faut changer, il n'y a pas que moi, je ne vous l'apprends pas, cette chose-là, et que personne ne bouge. Ce n'est pas la peur. Et ça, c'est une erreur de s'imaginer que la peur va nous amener à changer. Non, ça va être parce qu'on veut quelque chose de meilleur. Mais il y a autre chose. Quelle est la véritable crise de notre société ou de nos sociétés ? Ce n'est pas une crise économique, je l'ai dit, ce n'est pas une crise écologique, la planète va se débrouiller quand on n'aura plus d'effet. C'est une crise de valeur. Et simplement une crise de valeur. Parce que justement, l'effort, l'énergie qui nous permettra de passer de l'autre côté, ce seront les valeurs. D'abord l'humilité et la modestie qu'il faut vis-à-vis des écosystèmes, parce que nous savons à peine comment ça fonctionne. Nous connaissons à peine 10% des espèces présentes sur Terre. Donc cette humilité de reconnaître que nous sommes dans un cycle qui a commencé il y a 4 milliards d'années. Mais ensuite, il y a toutes les valeurs individuelles. On ne veut plus en parler, c'est de la sphère privée, et puis ça pourrait être religieux, politique. Non, 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 non. Ces valeurs-là, ce sont les valeurs fondamentales de l'humanité, sur lesquelles la plupart des civilisations se sont construites. C'est d'abord la loyauté, la confiance, le respect de la parole, l'honneur ou la fidélité. Toutes ces choses-là, on n'en parle plus. Comment voulez-vous créer une société si déjà, au moins, il n'y a pas cette confiance qu'on peut avoir les uns avec les autres? Et ça, on n'en parle jamais. On parle d'une vision de la société sans parler de ces valeurs-là. Et le courage. Et le courage, c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. Le courage de vouloir aller de l'avant. Le courage d'affronter l'inconnu. Parce que derrière l'horizon, comme dit un de mes grands amis, Hervé, derrière l'horizon, ce n'est pas l'enfer, c'est juste l'inconnu. Et plus on avance vers l'horizon, plus on voit un petit peu plus loin. Donc, après ces valeurs personnelles de courage, il y a aussi les valeurs relationnelles. Les valeurs relationnelles, c'est la solidarité et le partage, parce que les écosystèmes fonctionnent comme cela. Ce n'est pas la solidarité de dire « là, il y a un pauvre, je vais l'aider pour qu'il s'en sorte ». Non, non, on y va ensemble, comme le fait le lichen quand il va coloniser effectivement un rocher. Ce n'est pas du tout la même solidarité. On y va ensemble, c'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes. Et là, je vous assure qu'à 10 milliards d'individus sur Terre, ça fonctionne, avec une technologie compatible. Attention, avec une technologie compatible, si on partage, si on a des valeurs, ça va effectivement fonctionner. Donc vous voyez, j'ai répondu à mes 7 questions. C'est des choses que je vis un petit peu au quotidien, ça se développe en ce moment, mais par contre, il faut y aller. Et en conclusion, je vais vous dire, réjouissons-nous. Parce qu'il suffit de changer notre regard sur la vie pour changer le monde. Parce que nous vivons une période magnifique, celle de la 3e révolution de l'humanité. C'est nous. C'est à nous, c'est sur nous que ça tombe, c'est super, on peut le faire. Maintenant, en plus, comme le monde s'écroule sur le plan économique, il y a encore plus d'éléments pour le faire. Et surtout, il faut être aussi humble en se disant, on ne verra pas les résultats de ça. Moi, je suis là pour labourer la terre. Mes enfants vont semer la graine. Et après, ils vont arroser, et puis leurs enfants vont venir derrière, etc. On ne veut pas un monde parfait, on veut un monde meilleur. Par contre, il faut se mettre en marche. Ce qui compte, c'est de faire un pas et encore un pas, d'aller dans la même direction. Il faut y aller ensemble. Et là, moi, j'ai besoin de vous, parce qu'il y a des fois, je me sens un peu seul. Maintenant, il faut y aller, ce monde-là, on peut le construire. Et donc, pour conclure, vive la vie!